Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité accordée au programme de la radio-télévision Manica. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par une page en province. En éducation, lancement c'est lundi 24 juin 2024 au Lualaba de la 56e édition des épreuves de l'examen d'État. Cette cérémonie s'est déroulée à l'école Salvatore en présence de plusieurs autorités politico-administratives sous la conduite du vice-ministre national de l'EPST qui a lancé ces épreuves. Plus de détails dans cet élément de reportage signé par Chris Mulunga et Josué Mbanga. Le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge tous les frais de participation aux épreuves de l'examen d'État à tous les finalistes de l'édition 2023-2024. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité représentant Madame la gouverneure des provinces a exhorté les élèves à travailler pour leur avenir. Ces jeunes gens n'ont pas de stress dans la tête. Ces jeunes gens ont été préparés par un corps de professeurs bien expérimentés. Et donc ne soyez pas surpris, Excellence, Monsieur le vice-ministre, que lors des corrections, la province du Lualaba soit toujours la locomotive de la République démocratique du Congo. De son côté, le vice-ministre de l'Éducation nationale a déclaré que c'est un jour de confrontation entre l'élève et la matière apprise. Aujourd'hui, c'est un jour d'évaluation. C'est le jour où vous êtes appelés à confronter vos connaissances théoriques acquises au bas de l'école avant de découvrir de nouvelles opportunités qui s'offriront à vous. Cette cérémonie du lancement des épreuves de l'examen d'État va se clôturer par une visite de certaines écoles de la ville de Kolwezi. Sur ce même chapitre, les finalistes à ces épreuves ont remercié leurs encadreurs pour la bonne formation, car la plupart des questions posées ont été vues en classe. Je vous invite de les écouter, ils sont au micro de Chris Mulunga. L'examen d'aujourd'hui était vraiment parfait. Je suis content, quand même. On a étudié, on a fait des choses qu'on a vues, c'est vraiment ça a été. Ce sont des choses qu'on a vues à l'école. L'examen a été. On nous a bien surveillé, on nous a pas malmené quand même, ça a été. Il n'y a pas de défaut. Tout ce qu'on a posé, vraiment, on a tout vu. On a tout vu. C'était vraiment parfait. Quelles sont les questions qu'on nous a posées? Et vous avez répondu quoi? Les questions. Oui, une question. Par exemple. Les questions qu'on a posées, il y a une question. Ça passe, il y a. Bon, vraiment, c'est pas. Nous avons bien étudié, on n'a perdu rien. Nous sommes sûrs de nous-mêmes, ce qu'on nous a enseigné, donc on va se défendre. Moi, je remercie notre préfet, M. Bouindi Nyembo. Pas les 10. Le directeur des études s'appelle M. Baba Kissi. Notre titulaire s'appelle M. Héritier Katoka. Poursuivant cette édition du journal, le maire de la ville de Guémena, Jacob Louba, a été reçu par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, ce lundi 24 juin 2024. Cette rencontre est une occasion de discuter d'un futur protocole d'accord entre les deux villes de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément de reportage. En séjour à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, Jacob Louba, maire de la ville de Guémena dans la province sœur du Sud-Ubangi, a été reçu dans la matinée de ce lundi 24 juin 2024 par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, dans son cabinet de travail en présence de son adjoint Farid Amou Pouroutil. La présence du maire de la ville de Guémena à l'hôtel de ville de Kolwezi est motivée par une visite d'amitié et d'échange d'expérience en vue de la signature d'un protocole d'accord entre Kolwezi et Guémena dans un proche avenir. Après un tête-à-tête entre les deux personnalités, marqué par une hospitalité légendaire lui offerte par les gendarmes de Kolwezi,
Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, place à la visite guidée des services de la première institution de la ville de Kolwezi. De la salle de réception à la salle d'informatique, passant par les bureaux de l'adjoint au maire, le secrétariat, la comptabilité et bien d'autres services. Tour à tour, Maître Jacques Massengo Kindele expliquait à son collègue les fonctionnements de chaque service de son institution. Ça, c'est le guichet unique. Là, c'est presse. Ça, c'est la presse. Les jardins botaniques de l'hôtel de ville n'ont pas été épargnés au cours de cette visite. Très admiratif de l'organisation interne au sein de la mairie de Kolwezi, Jacob Louba prend Kolwezi pour un modèle de fonctionnement d'une première ville du pays. Je suis très content de l'équipe de l'hôtel de ville. J'ai senti qu'il y a organisation. Et en distance, on suivait. C'est ainsi que ça a plu au gouverneur de ma province de pouvoir m'autoriser de faire un déplacement à Kolwezi. Parmi 33 villes de la République, j'ai estimé venir à Kolwezi. Et mon impression, c'est que j'ai vu tous les agents motivés, présents dans leur bureau. J'ai vu l'ordre, j'ai vu la discipline et j'ai vu l'organisation. Et je pense que je note. Et ce sont des choses que nous allons prendre à mener chez nous. En dépit de cela, l'hôte de Maître Jacques Massengo Kindele envisage un jumelage entre Guémena et Kolwezi afin de permettre à sa juridiction de copier les modes de fonctionnement de la ville chère à Maître Jacques Massengo Kindele, qui est une ville référentielle de la République démocratique du Congo. D'être à Kolwezi, c'est pour ma première fois d'arriver. Et je suis venu pour l'échange d'expérience. Je suis venu qu'à la fin, nous signions un protocole d'accord de jumelage entre la ville de Kolwezi et ma ville. Quel protocole pourra nous permettre d'échange d'expérience parce que Kolwezi a plus d'expérience que ma ville. Et j'aurais bien voulu que dans les jours à venir, que mon collègue maire, avec une équipe de la mairie, puisse descendre chez moi pour soit une formation remise à niveau, échange d'expérience. Kolwezi, modèle d'un développement durable. La visite de l'autorité urbaine de Guémena témoigne de sa capacité d'une ville hospitalière et légendaire. L'actualité au niveau national, le ministre d'État et ancien président de la Chambre du Parlement, du représentant, voulais-je dire, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le samedi 22 juin 2024, soutenir la RDC, c'est le point qui était au cœur de leur échange entre les deux personnalités. Plus de détails dans cet élément de reportage. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine,
est resté insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'Est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Restons toujours national. Le 24 juin de chaque année, la RDC célèbre la journée nationale des pêches. En guise de la célébration de cette journée, le ministre des Pêches et Élevage a prononcé son discours. C'est lundi 24 juin 2024. Je vous invite à écouter ici l'excellence Jean-Pierre Chimangabwana dans cet extrait choisi pour vous par Denis Massouba. Compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence, Madame Judith Suminwa Toulouk, je me fais l'agréable devoir d'adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture de la République démocratique du Congo, et vous souhaite une heureuse fête de poisson. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce 24 juin 2024 à l'occasion de la commémoration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson célébrée sous le thème « La pêche et l'aquaculture, piliers de la relance de l'économie nationale ». À l'instar de toutes les autres éditions, cette journée est célébrée pour souligner la place primordiale de la pêche et de l'aquaculture dans le développement économique et social. Ces deux secteurs constituent des sources insoupçonnées de revenus d'une bonne partie de la population congolaise. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la coordination de Madame la Première ministre et chef du gouvernement, des actions emblématiques ont été initiées pour accroître les capacités de pêcheurs et de pisciculteurs à fournir à la population congolaise les poissons qui est passé pour une denrée stratégique dans les quotidiens du Congolais. Et d'ailleurs, pour cette 5e édition de la commémoration de la Journée nationale du poisson, le gouvernement s'est résolu de doter dans les jours à venir les pêcheurs et les pisciculteurs de Kinshasa et de Kisangani en intrants et équipements de pêche et d'aquaculture, et c'est en guise d'encouragement pour l'exercice de leur métier. En dépit de l'envergure des activités de la pêche et de l'aquaculture qui sont menées à travers la République démocratique du Congo, les résultats de production du poisson apparaissent insuffisants. Cet handicap est déjà réglé avec la renaissance de l'Office national de pêche et de l'aquaculture, ONPA en sigle. J'ai saisi cette opportunité pour réitérer mes vœux de voir aboutir avec succès la fermeture du lac Tanganyika aux activités de la pêche qui s'étale sur la période allant du 15 mai au 15 août 2024. À cet effet, mon ministère s'engage d'une part à se pencher sur l'examen et la résolution des problèmes en rapport avec le développement de certains sous-examens et d'autre part à mettre en place des mécanismes de cogestion qui auraient le mérite de protéger les professionnels de la pêche et de l'aquaculture. Je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui substantiel au ministère de la Pêche et de l'Élevage. Vive la République démocratique du Congo, vive la pêche et l'aquaculture, vive la Journée nationale du poisson. Je vous remercie. La plateforme politique Masuka Saini Fifi est éprouvée. Cette famille politique vient de perdre son président national du regroupement politique A25.
Ce lundi 24 juin 2024, la dépouille mortelle a été rapatriée en France, passant par Lubumbashi au travers de l'aéroport national de Kolwezi. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé-Tchingambo, était présent, accompagné de quelques cadres pour lui rendre les derniers hommages. Plus de détails dans cet élément de reportage signé par nos confrères de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Décédé le 28 avril 2024, c'est ce lundi 24 juin que la dépouille mortelle d'Augustin Kamba, président national du regroupement politique Avant 5, a été élevée à la morgue de l'entreprise minière KCC de Kolwezi. Membre de sa famille biologique était inconsolable. Sa famille politique, quant à elle, était représentée par l'honorable Jean-Marie Kasséa, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et coordonnateur provincial de Avant 5, accompagné de plusieurs cadres de ces regroupements politiques appartenant à la plateforme de l'Union sacrée de la nation dénommée Masuka Saini Fifi. Après le dépôt de sa gerbe de fleurs, l'honorable Jean-Marie Kasséa et tout le cortège funèbre se sont dirigés à l'aéroport de Kolwezi où les attendaient plusieurs militants des Avant 5 et autres structures de la plateforme Masuka Saini qui tenaient à rendre les derniers hommages à leurs hauts cadres. En présence de plusieurs personnalités de cette plateforme politique, la dépouille mortelle de feu Augustin Kamba a été accompagnée jusque dans l'avion pour être acheminée à Lubumbashi avant de l'amener en France où se trouve la grande partie de sa famille biologique, ceci par respect à ses dernières volontés. Le président provincial de Avant 5, très choqué par cette disparition, est revenu sur les derniers instants vécus avec l'illustre disparu, puis avant son décès. Avant sa mort, il était avec moi dans mon bureau. On échangeait pour voir comment nous devons maintenant nous y prendre pour 2028. 2 jours après, on m'apprendra qu'il est décédé. Je vous dis, j'ai été troublé. J'ai troublé. Donc nous venons de perdre un monument de notre regroupement politique. Nous venons de perdre un monument de la plateforme Fifi Masuka. Ça nous fait très mal. Augustin Kamba est décédé à l'âge de 66 ans. Il laisse une veuve et 5 enfants. Sa sagesse et sa maîtrise de la marche politique en RDC laissent un grand vide qui sera difficile à combler, témoignent ses anciens camarades. En mission officielle en dehors de sa province, l'autorité morale de la plateforme politique Masuka Saini dit avoir digéré avec peine cette lourde perte. L'actualité en dehors de nos frontières, manifestation au Kenya, le président William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Les détails dans cet élément de reportage signé par nos confrères des Africa News. Le président kenyan William Ruto se dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant une semaine, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endettée. Un des leaders des protestations a affirmé que le président Ruto devait répondre publiquement à leur lettre de revendication s'il voulait vraiment dialoguer. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes, dont Amnesty International, ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi jeudi. L'Arabie saoudite a annoncé dimanche la mort de plus de 1300 pèlerins lors du grand pèlerinage musulman récemment tenu en Arabie saoudite sous les chaleurs caniculaires, précisant que la plupart n'étaient pas munis d'autorisation pour ces rassemblements annuels. Les détails dans cet élément de reportage. Après des jours de chiffres contradictoires et non officiels, le gouvernement saoudien confirme le bilan meurtrier du Hajj. Le pèlerinage annuel a attiré cette année 1,8 million de personnes sous des températures caniculaires.
Le nombre de morts a atteint 1301. Que Dieu ait pitié d'eux et leur pardonne. 83% d'entre eux n'étaient pas autorisés à accomplir le Hajj. Parmi eux, une majorité d'Égyptiens. Un bilan humain largement supérieur à celui de l'an dernier. Environ 300 décès avaient été signalés. Selon Riyad, l'État n'a pas failli. Les autorités qualifient même la gestion de l'événement de réussite. Le système de santé saoudien a fourni 465 000 services de traitement, dont 141 000 à des personnes qui n'avaient pas obtenu l'autorisation officielle d'effectuer le pèlerinage. Chaque année, l'Arabie saoudite fournit des permis payants octroyés selon des quotas. Ils donnent accès aux installations climatisées. Pour éviter des frais supplémentaires et la bureaucratie, de nombreux fidèles accomplissent le 5e pilier de l'islam sans autorisation officielle. Ces Égyptiens pleurent la mort de leur mère de 70 ans. Elle s'est rendue en Arabie saoudite sans permis. Quand je l'ai appelée, elle se versait de l'eau sur la tête à cause de la chaleur. Elle pouvait à peine ouvrir les yeux à 9 h du matin. À la Mecque, les températures ont frôlé les 52 degrés. L'une des journées les plus intenses a eu lieu le 15 juin, lorsque les pèlerins se sont rassemblés pendant des heures sur le mont Arafat. Voilà, c'est par cette note internationale que nous mettons fin à cette édition du journal. Au nom de l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Radio-Télévision Manica.